3 astuces fondamentales pour bien organiser ton temps quand tu travailles à la maison. Bonjour, je suis Nathalie Blangero de Femme Moderne Épanouie et aujourd'hui je vais te partager mes 3 astuces qui me permettent de bien remplir mes journées et d'atteindre mes objectifs tout en cumulant activités professionnelles très prenantes et vie de maman. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les femmes à se prendre leur destin en main et à se créer leur équilibre parfait entre vie professionnelle et vie de maman. Si tu es désespérément à la recherche de cet équilibre, alors je t'invite soit à télécharger le guide que je t'offre, soit à réserver une session stratégique également offerte. Tu trouveras les liens en dessous de ces vidéos, dans la bio si tu me suis sur Instagram ou dans la description de la vidéo si tu me regardes sur YouTube. Une bonne vitalité repose sur 3 axes principaux. Donc tout d'abord, un sommeil réparateur, une alimentation saine et la pratique régulière d'une activité physique. Rien de nouveau sous le soleil, tu vas me dire, mais écoute bien ce que je vais te détailler sur ces 3 axes. La combinaison de ces 3 axes en fait te donne un niveau d'énergie et de vitalité qui te permet en fait d'accomplir tout ce que tu dois accomplir dans ta journée en étant productive et surtout en ne procrastinant plus ou en tout cas en procrastinant moins. Donc passons maintenant dans le détail de ces 3 axes et tout d'abord le premier axe, un sommeil réparateur. J'ai longtemps négligé le sommeil. En effet, je suis la championne des nuits courtes pour soi-disant gagner du temps dans la journée. C'est complètement faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on ne respecte pas ses besoins propres en sommeil, eh bien, on se lève avec plus de fatigue, le corps n'a pas récupéré de ce que tu lui as infligé la veille et on repart sur une nouvelle journée chargée et au bout d'un moment, le corps s'essouffle et nous envoie des signaux pour nous dire « Stop, arrête, repose-toi ». Donc au final, on n'est pas productif, on n'avance pas, on a plus tendance à se laisser dépasser par les événements, à avoir des émotions négatives. Donc de fil en aiguille, on n'agit pas dans le bon sens, on ne prend pas les bonnes décisions et surtout on est fatigué, cette sensation de fatigue intense. En ce moment, je vous avoue, j'ai repris des mauvaises habitudes et donc j'ai des nuits un peu plus courtes que ce que je devrais faire et je le ressens vraiment, ça fait quelques jours que c'est comme ça et je ressens vraiment cette fatigue en moi. Et j'ai beau bien me nourrir, j'ai beau bien m'hydrater, ça ne compensera jamais le manque de sommeil de qualité. Et donc, ça va être un petit peu le conseil phare pour les 3 axes qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est d'identifier les mauvaises habitudes que l'on a. Donc là, on est sur le sommeil. Qu'est-ce qui fait que mes nuits sont courtes? Eh bien, tout simplement, je fais des choses beaucoup trop tard dans la soirée et notamment, je suis trop tard sur mes écrans et je me couche trop tard. Quelle action je vais prendre pour corriger cela? Je vais petit à petit reculer l'heure du coucher. Ce qui est important, c'est de le faire dans la progression. Si tu veux passer d'un coup, tu te couches à minuit et que tu dis ben, mon heure à moi c'est 22 heures et que du jour au lendemain tu dis je me couche à 22 heures, ça va peut-être marcher 1 fois, 2 fois, mais tu ne vas pas réussir à instaurer une réelle habitude. Dès que tu vas pas trop réfléchir, tu vas spontanément te laisser porter jusqu'à minuit. Et ça se fait de manière tellement naturelle que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, en fait, ce qui est le plus important, c'est que la bonne habitude devienne naturelle. Et pour cela, il faut l'ancrer définitivement dans ton cerveau. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de le faire progressivement. Donc, par exemple, par tranche de demi-heure. Si tu as l'habitude de te coucher à minuit et que tu voudrais te coucher à 22 heures parce que tu sais que c'est la bonne heure pour toi, eh bien, tu vas d'abord faire 23h30, 23h, 22h30, 22h. Et puis, chaque palier, il faut s'assurer que ça devienne une habitude naturelle. Et au bout d'un moment, ça sera vraiment naturel de se coucher à 22h. Voilà, ça c'était le premier axe, le sommeil. Donc, il est important d'avoir un sommeil, donc en quantité suffisante, mais également en qualité. Et là, il y a des tas de conseils pour avoir un sommeil de qualité. Je ne vais pas développer cela dans cette vidéo.
Le deuxième axe, c'est une alimentation saine. Hippocrate disait que la meilleure des médecines était dans l'alimentation. En France, nous avons une gastronomie qui est réputée dans le monde entier et pourtant, en France, nous sommes nombreux à mal manger. Enfin, les Français, parce que je ne m'assimile pas à cela, puisque j'ai eu la chance de grandir avec une mère qui cuisinait maison et qui nous a éduqués en nous faisant aimer tous les aliments. Toujours est-il que ça nous a appris deux choses, à mon frère, ma soeur et moi. C'est tout simplement, c'est cuisiner des aliments faits maison. 2, c'est varier l'alimentation. Et 3, savoir se raisonner dans la quantité. C'est un petit peu le secret. Mais tout cela doit être naturel. Si c'est vécu comme une souffrance, tôt ou tard, on va se jeter, on va se venger, on va avoir entre guillemets, des passages où on va se lâcher, on va faire du craquage, comme disent certains. L'idée, c'est que naturellement, on adopte des bonnes habitudes alimentaires, l'alimentation qui nous donne l'énergie dont on a besoin. Si tu as envie de changer ton alimentation, soit pour avoir plus de vitalité, soit parce que tu veux perdre du poids, et en général, les deux vont ensemble, sauf si tu n'as pas de problématique de poids. Tout simplement, il faut réinstaurer de bonnes habitudes. Je reprends ce que j'ai dit sur le sommeil. C'est identifier les mauvaises habitudes, celles qui font que ça va être mauvais pour la santé, et prendre les choses une après l'autre et les modifier jusqu'à ce que ça devienne naturel. Le meilleur des régimes va peut-être marcher à court terme, mais dès que tu auras fini, que tu n'auras plus la motivation et la discipline de ce régime, tu vas de nouveau revenir dans tes anciennes habitudes avec le risque d'être en mauvaise santé, de reprendre tes kilos si c'était ton objectif. Identifier les habitudes qui sont mauvaises, les remplacer en tout cas sur le papier par des bonnes habitudes et mettre en place ça progressivement. D'abord une, puis quand la première est bien acquise, on passe à la deuxième, etc., etc. Ça peut mettre des mois, des années, mais au moins, le résultat sera certain. Au bout de ce temps, tu auras des habitudes alimentaires qui vont être saines pour toi. Ça n'empêche pas que de temps en temps, tu vas faire des petits excès pour les repas de Noël. Un jour, tu vas acheter une tablette de chocolat et tu vas te venger dessus. Mais ce qui est important, c'est que tout au long de l'année, tu aies ces bonnes habitudes, et que donc s'il y a une expérience comme ça où tu te fais plaisir, ça n'ait pas d'impact. Et quand tu reprendras tes bonnes habitudes que tu auras instaurées, eh bien tout va repartir sur la normale. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais voilà les conseils pratico-pratiques que je donne. Je ne suis pas diététicienne, mais c'est du bon sens en fait. Et je pense que beaucoup ont perdu ce bon sens, donc on revient à des basiques. Écouter son corps, écouter son intuition, c'est la meilleure des choses. Passons maintenant au troisième axe qui est la pratique régulière d'une activité physique. Donc, quelle que soit ta condition physique, à moins que tu sois tétraplégique, et là, eh bien, si tu m'écoutes, je te dis bravo, ça veut dire que tu es super motivé pour faire quelque chose de ta vie, te rendre la vie meilleure malgré l'adversité, et je t'en félicite, continue. Mais si tu as la possibilité de mouvoir ne serait-ce qu'un membre de ton corps, eh bien, il y a toujours une activité physique qui va correspondre à tes envies et à ton corps. Qui dit activité physique, principalement, c'est bouger en fait. C'est pas forcément la pratique d'un sport en soi avec ses règles du jeu, etc. Ça peut être une simple marche, simplement courir, aller se promener dans les bois. Et ça peut être également un sport en particulier parce que c'est quelque chose que vous aimez. Si tu n'as pas fait de sport pendant très longtemps, que tu n'es pas d'une nature sportive, c'est pas de se mettre dans une activité intense du jour au lendemain. Là aussi, on est toujours dans reprendre des bonnes habitudes. Eh bien, on va mettre en place quelque chose de progressif, petit pas par petit pas. Si tu n'as pas fait de sport depuis 20 ans, eh bien écoute, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour redémarrer. Donc là, c'est simple, tu commences par instaurer un petit exercice 10 minutes par jour, puis tu vas augmenter progressivement 15 minutes, 20 minutes. Tu peux faire par tranche de semaine, mais c'est vraiment un titre indicatif ce que je te dis. L'idéal, c'est d'avoir un programme fait par un coach sportif qui va prendre en compte en fait de là où tu démarres, ta physionomie, ton niveau de vitalité pour te donner des exercices adaptés à toi. Tu vas pouvoir redémarrer. L'idée, c'est d'instaurer une nouvelle habitude. Si tu es un peu trop sédentaire,
eh bien, ne serait-ce que bouger davantage ton corps, c'est un premier pas. Ensuite, tu vas implémenter de nouveaux exercices. Tout se fait dans la progression. Il faut que ça rentre dans ta routine quotidienne. Et si c'est un changement trop brusque, tu vas avoir du mal à le faire rentrer dans ta routine quotidienne. Dès que tu vas être un peu dans le rush, eh bien, le créneau sport, il va sauter. Crois-moi, je sais ce que je dis parce que c'est ce que je fais malheureusement encore aujourd'hui. Quand je suis un peu dans le rush, eh bien, j'ai tendance à dire je ferai le sport demain. J'arrive tout de même à faire du sport régulièrement, 3-4 fois par semaine. Mon idéal, c'est de le faire tous les jours. Et pour l'instant, ben voilà, je ne suis pas une femme parfaite, je n'y arrive pas à le faire tous les jours, mais je ne désespère pas parce que je m'améliore de jour en jour. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est que par rapport à ces 3 axes de la vitalité, tout ce qui compte, c'est de progresser, c'est d'abord d'être conscient de ce qui ne va pas et pour ensuite décider ce qu'on veut faire à la place et petit à petit implémenter. Ne pas se mettre la pression, être dans un léger inconfort à chaque étape. Et c'est plus sûr, le résultat en tout cas sera plus sûr que de vouloir se brusquer, que ce soit pour le sport, pour le sommeil ou pour l'alimentation. J'ai choisi de travailler à la maison et pour cela, j'ai créé mon entreprise. Actuellement, donc, je suis donc à mon compte, indépendante, et j'ai donc la maîtrise totale de mon temps et comme je travaille à la maison, de mon espace. Si tu n'es pas indépendante, mais que tu es salariée, peut-être que tu expérimentes actuellement le télétravail, donc cette vidéo te concerne également. Et si tu es entre deux, c'est-à-dire que tu es salarié, que tu n'es pas encore à la maison, mais que tu souhaites trouver une manière de travailler depuis chez toi, reste bien avec moi parce que ça va aussi t'intéresser. Alors la première chose que je veux te communiquer par rapport à ma façon de m'organiser à la maison, c'est qu'il est important d'avoir une zone dédiée chez toi à ton activité professionnelle. Peu importe comment est configuré ton logement, c'est important d'avoir ce coin, cette pièce ou ce coin dédié pour toi. Personnellement, j'ai effectivement ma zone dédiée, mais je l'utilise que très rarement, surtout en ce moment. En fait, je suis un peu comme le tournesol, je suis le soleil. Donc, j'ai une pièce de vie à la maison qui est plein sud et avec de grandes baies vitrées. Et donc, j'aime me trouver dans cette pièce pour travailler. C'est très agréable avec la vue sur la terrasse à l'arrière. C'est quand même plus agréable que dans la pièce que je me suis dédiée pour mon travail, qui donne plutôt côté rue. Mais la maison est configurée comme ça, donc on fait avec le logement qu'on a. Peut-être que toi, tu n'as pas cette... c'est encore plus compliqué pour toi de trouver un espace dédié. Mais il faut quand même avoir cet espace dédié. Pourquoi? Parce que c'est là, en fait, où tu vas matérialiser ton activité professionnelle et faire bien la part des choses entre le travail et le reste, la vie de la maison, en fait. Et ça n'empêche pas que, personnellement, comme je te disais, je travaille depuis ma pièce de vie. Mais dans cette pièce-là, j'ai un endroit dédié pour travailler. Je ne suis pas du genre à travailler depuis mon lit ou mon canapé. Contrairement aux clichés que certains peuvent faire circuler. Alors, il y en a peut-être qui le font, mais moi, ce n'est pas mon cas parce que je trouve qu'on n'est pas productif quand on travaille avachi dans son canapé. Donc, je travaille effectivement sur une table avec une bonne chaise pour bien m'asseoir, un bon éclairage, une bonne orientation de mon écran d'ordinateur par rapport à la luminosité pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Une bouteille d'eau pour bien m'hydrater et pour travailler sereinement. Donc cette pièce de vie, pendant la journée, les enfants étant à l'école, en fait, je suis la seule personne dans la maison. Donc que je sois dans la pièce de vie ou dans une zone dédiée, peu importe finalement. Ce qui compte, c'est de se sentir bien dans la pièce. Parce que quand on se sent bien dans la pièce, on est plus productif, on est plus connecté avec la tâche que l'on doit faire et donc on est plus productif. C'est important, quel que soit l'environnement, d'être positionné dans un endroit précis de la pièce où tu es bien assise avec le bon éclairage, la bonne orientation, le bon environnement global de la pièce. Donc si tu es seul dans la maison, fatalement, tu ne vas pas avoir de bruit alentour. Par contre, il arrive que parfois, en dehors des horaires scolaires, les enfants pour moi rentrent à la maison et donc que se passe-t-il? Finalement, il y a du bruit.
Ce n'est pas pour autant que je vais systématiquement m'enfermer dans ma pièce dédiée parce que j'ai développé une capacité à travailler dans un environnement bruyant en me mettant dans ma bulle. Alors ça vient d'où ça? Ça vient du fait qu'il y a à peu près 5 ans, j'avais repris des études et comme le lieu d'études était à 1h30 de transport de mon domicile, j'optimisais ces pertes de temps de transport pour travailler, pour faire le travail personnel qui était demandé dans le cadre de ce cursus, pour justement quand j'arrive à la maison, pouvoir m'occuper pleinement de ma famille, en tout cas le temps, on dirait, de la soirée et du coucher, et pouvoir éventuellement reprendre les études après, si c'était nécessaire. Et donc, pendant ces temps de transport, je travaillais. Alors, inutile de vous dire que ce ne sont pas les conditions idéales, comme celles que je viens de décrire précédemment, puisque c'était dans le train, dans les halls de gare, dans les trams. Tout cela, on n'est pas forcément productif, mais il y a certaines tâches que l'on peut faire en fonction des endroits. Moi, j'ai appris à travailler et à me mettre dans ma bulle et à faire abstraction en fait du bruit alentour, en ayant quand même une oreille sélective, puisque si je suis dans un hall de gare, j'attends que mon train soit annoncé, donc il faut quand même que je sois alerte pour savoir que mon train arrive et pour ne pas rater mon train. Donc c'est développer cette capacité en fait à sélectionner dans le bruit ambiant ce qui est essentiel et à occulter ce qui n'est pas essentiel. Et en fait, quand tu es transposé à la maison, eh bien tout simplement, c'est pouvoir, par exemple, me permettre de rester dans la pièce de vie et de permettre à mes enfants éventuellement, s'ils veulent circuler dans la maison, de le faire. Bien entendu, ils savent que je travaille, donc ils ne vont pas sauter partout, ils ne vont pas crier, ils ne vont pas claquer les portes, ils vont être assez discrets. Mais quand même, ça fait quand même un dérangement que l'on n'a pas quand ils ne sont pas là. Et donc, je sais que c'est très difficile de rester concentré quand on a des gens qui circulent autour. Et c'est vraiment quelque chose, une capacité. Il faut t'entraîner progressivement si tu n'y arrives pas, parce que ça te permet vraiment de travailler peut-être dans de meilleures conditions que si tu t'enfermais dans la pièce dédiée à cela. Le fait que je sois dans la pièce, les enfants, même s'il faut qu'ils fassent attention, qu'ils ne doivent pas me déranger, ils sont sécurisés dans le sens où ils savent que je suis là avec eux et surtout que j'ai cette fameuse oreille sélective, que s'il y a un problème, ils savent que je vais pouvoir savoir que là, je peux m'extraire de mon travail pour aller voir ce qui se passe. Et ça, c'est plus sécurisant pour un enfant que si je compare quand j'étais salariée, ma fille aînée était au collège et quand elle rentrait à 14h, 15h, 16h à la maison alors que moi je n'y étais pas, elle se retrouvait seule pendant quelques heures et quand on a 11-12 ans, c'est pas forcément très sécurisant de se retrouver seule dans une grande maison. Si je fais le parallèle avec aujourd'hui ma deuxième fille qui est collégienne, quand elle rentre un peu plus tôt, même si elle va s'enfermer dans sa chambre, elle sait que je suis dans la maison. C'est quand même beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus rassurant pour un jeune, pour un enfant, quand il rentre à la maison, de voir qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et ça, pour moi, ça m'apporte une sérénité que je n'avais pas dans le cas contraire quand j'étais salariée, que je savais que ma petite, elle arrivait à la maison, je lui passais un coup de fil pour savoir si tout allait bien, etc. Il y avait une sorte de stress qui me déconnectait et qui, du coup, empiétait sur ma zone de travail et faisait décliner ma productivité. Or, aujourd'hui, je sais que ma fille rentre à un moment donné, j'entends la clé dans la porte, etc. Je lui fais un petit coucou, ça dure 1 minute et je suis rassurée, je me replonge dans mon travail aussi sec et c'est beaucoup plus serein. Enfin, moi, j'ai vraiment un équilibre de vie que je n'avais pas précédemment. Bien entendu qu'il y a des moments où c'est absolument nécessaire de m'isoler, notamment si j'ai un appel téléphonique à passer, une réunion en vidéo. Ces choses-là où évidemment, là, avoir un bruit ambiant n'est pas forcément le mieux. C'est même carrément contre-indiqué. Donc dans ce cas-là, évidemment, d'où l'importance d'avoir une zone dédiée, je retourne dans mon lieu dédié et je fais ce qu'il y a à faire. Si mes enfants sont là, ils savent que là, c'est 0 dérangement. Donc en général, je m'arrange pour que, par exemple, le petit ne soit pas tout seul, que ces moments-là n'arrivent que quand les enfants peuvent se gérer à 2. Évidemment, mes enfants ont un âge, j'ai une fille qui est au collège et un autre qui est à l'école primaire, donc c'est plus facile. Si tu as des enfants qui sont petits,
c'est à éviter. Alors, à moins de les coller devant la télé, c'est pas forcément top ce que je vais te dire, mais ça peut être une solution si tu as un appel de 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Surtout ne culpabilise pas si tu fais ça, c'est pas non plus, si tu fais pas toute la journée, tout va bien. Mais si ce sont des enfants petits qui nécessitent de l'attention et de la surveillance, évidemment que tu vas pas faire ce que je fais. Dans ce cas-là, eh bien, il vaut mieux les faire garder. Tout simplement, hein. C'est ce que je faisais d'ailleurs quand mon petit était petit. Ben, je travaillais à la maison, mais pendant un certain temps, je le mettais chez Nounou. Déjà pour avoir des petits copains, c'est quand même plus sympa plutôt que de rester à la maison, mais également pour me préserver des plages de travail, de tranquillité totale, entre guillemets, pour pouvoir faire les choses qui ne nécessitent absolument aucun bruit, comme par exemple tourner une vidéo comme je suis en train de le faire. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à la liker. Dis-moi dans les commentaires où tu en es par rapport au travail à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aujourd'hui? Dans quelles conditions? Est-ce que tu es à ton compte? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es en télétravail? Est-ce que si tu es en télétravail, ça te permet, les conseils que je t'ai donnés vont t'aider à peut-être te sentir plus familière avec cette forme de travail et à te sentir mieux. Si tu es en cours de réflexion pour j'aimerais travailler à la maison, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, sache que tu peux réserver une session stratégique offerte avec moi pour pouvoir en discuter, parce qu'il existe de multiples façons de travailler depuis la maison. Enfin, moi, j'en ai expérimenté deux principales qui permettent d'avoir une véritable activité, de travailler depuis la maison. Je ne parle pas du télétravail salarié, puisque ça, j'ai expérimenté également et c'est plus compliqué. Mais en dehors du télétravail salarié, j'ai expérimenté deux façons de travailler depuis chez soi. Donc vraiment, viens dans cette session offerte si tu es en plein questionnement pour que je puisse te faire part de mon expérience et que tu puisses avoir les informations les plus intéressantes et les plus pertinentes par rapport à tes préoccupations et par rapport à ton contexte de vie. Le temps est une denrée rare qu'on ne rattrape jamais si on le perd. Donc pour bien profiter de la vie, autant bien utiliser son temps sur des choses qui nous apportent du bonheur. Te fixer des objectifs à l'année, puis que tu vas décliner au trimestre, au mois, à la semaine et à la journée, te permet de donner du sens dans ce que tu fais. Et quand on a du sens, quand on sait pourquoi on fait les choses, eh bien on est davantage motivé pour les faire, même si ce sont des tâches ingrates. Parce que oui, des tâches ingrates, des corvées, il y en a toujours. On ne peut pas toujours faire que des choses qui nous font plaisir en instantané. Mais quand on sait pourquoi on fait les choses, quel est le résultat que l'on est en train d'atteindre en accomplissant ces actions, eh bien on est motivé et on le fait et on avance et on est satisfait quand les étapes sont franchies. Il y a ce sentiment de satisfaction. Donc revenons plus en détail maintenant sur la méthode que j'utilise pour planifier mon temps en fonction de mes objectifs. Les années ne se ressemblent pas parce que je vais davantage focaliser mon année sur telle ou telle sphère de ma vie. On refait, c'est pas du tout ça. Chaque année, je détermine mes objectifs dans toutes les sphères de ma vie. Donc, quels sont les domaines principaux? Il y a le travail, les finances, parce que ce sont deux choses différentes, la famille, les relations autres que la famille, le couple, la santé, la vitalité et la contribution. Moi, pour ma part, j'ai toujours un volet contribution dans le sens où j'ai besoin de me sentir utile dans le monde dans lequel je vis. Pour chacun de ces domaines, je vais fixer au moins un objectif, sachant qu'il va y avoir un focus un peu plus important sur tel ou tel domaine. Donc c'est pour cela que les années ne se ressemblent pas au final. Mais elles ne se ressemblent pas non pas parce que je subis un événement, mais parce que je me suis fixé des objectifs et que j'ai un plan d'action pour l'année qui va davantage mettre le focus sur tel et tel domaine de la vie. Bien sûr que dans tout cela, il y a la place pour l'imprévu, parce que l'imprévu, eh bien, par définition, on ne peut pas le prévoir. Et tu vas voir dans la suite pour comment je fais pour prendre en compte cet imprévu. Donc, je me fixe, comme j'ai dit, au moins un objectif sur chaque sphère de ma vie, avec plusieurs objectifs sur ceux qui me semblent le plus importants pour cette année-là. Et donc, ces objectifs-là sont précis, c'est-à-dire que je vais déterminer de manière très précise ce que je veux obtenir au bout de l'année.
quels sont ensuite les objectifs intermédiaires que je vais atteindre par palier tout au long de l'année. Et c'est pour cela que je décline un grand objectif en objectifs intermédiaires, des petites marches comme si on montait un escalier. Et donc l'objectif de l'année, il va être décliné au trimestre, au mois, à la semaine et à la journée. Donc une fois que j'ai défini ces objectifs jusque la journée, eh bien ces objectifs ils vont être traduits en actions à mettre en place. Je définis une grande action à accomplir par exemple sur le mois et ensuite ça va se décliner en plan d'action sur les semaines et les journées. Et les 3 mois cumulés font que ces 3 grandes actions vont m'amener à atteindre l'objectif que je me suis fixé pour le trimestre. On fait pareil au niveau de l'année et on arrive à la fin de l'année avec une accumulation d'actions de manière cohérente qui forme une sorte de cheminement vers l'atteinte de mes objectifs. Alors là, on est vraiment dans la fixation idéale. Bien entendu que dans la réalité, eh bien, on n'atteint jamais vraiment les objectifs de la manière qu'on se les ait imaginés au départ. Mais c'est important d'avoir un cap. C'est comme quand on est en voiture, quand on va déterminer, ben voilà, je vais à tel endroit, j'ai prévu d'arriver à midi parce que voilà, vu le kilométrage, le temps moyen, la vitesse moyenne, etc., j'ai évalué que je vais arriver à midi à cet endroit-là. Et puis, il se passe des choses sur la route qui font que je vais peut-être arriver à 11h50 ou à midi 15, voire à 13h parce qu'il y a eu vraiment des gros soucis sur la route. Mais ça, évidemment, qu'on ne peut pas le prévoir. D'où l'importance, quand on va planifier tout cela, de laisser de la marge, de l'aération pour éviter d'être dans le rush et d'avoir cette pression et ce stress d'être à la bourre. Concrètement, j'ai plusieurs temps forts dans l'année où je vais définir ces grands objectifs avec les grandes actions nécessaires pour atteindre les objectifs. Tous les dimanches, je fais le planning de la semaine qui arrive, jour par jour. Et donc là, j'ai 2 sortes d'agenda que j'utilise au quotidien. J'ai mon agenda classique sur lequel je mets les rendez-vous qui sont à telle heure, etc. Et j'ai mon agenda de productivité qui, lui, comprend les objectifs de la semaine, les objectifs de la journée et les plages horaires dans lesquelles je vais mettre en place telle et telle action. Donc, c'est très concret. Je sais, par exemple, le dimanche soir, ça prend un petit temps quand même. Hein, ça prend, jusqu'à demi-heure. Au départ, peut-être 1 heure, mais à la force, ça devient plus rapide pour ensuite chaque semaine faire le point. Il faut mixer parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait au moins un objectif tout au long de la journée de la semaine, avoir des objectifs qui sont dans différents domaines, au moins 2 domaines, voire 3. Parce que sinon, ça veut dire que pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vas faire 100% de quelque chose et tu vas délaisser le reste. En pratique, ça ne tiendra pas. Tu auras toujours cette insatisfaction de ne pas être arrivé à faire ce que tu as prévu. En pratique, il faut prévoir vraiment des choses qui sont réalistes. Donc si par exemple tu as prévu de t'occuper d'une chose particulière pour ta vie privée, pour ta maison par exemple, tu vas te le programmer tel jour, d'accord, avec la plage horaire. Par exemple, tu vas dire le matin, je me prends 2 heures pour faire cette tâche-là. Et ensuite, il va y avoir un objectif travail par exemple. De cet objectif travail, tu vas évaluer que les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif vont te prendre 2 voire 3 heures. Tu vas mettre une plage horaire du temps qui t'est nécessaire et prévois toujours large mais pas trop. C'est vraiment trouver le juste équilibre parce que si tu prévois trop large, tu vas être trop dans le confort, tu vas mettre trop de temps à atteindre tes objectifs. Mais par contre, ça ne sert à rien de compiler le temps en te disant il faut que je fasse ça en 10 minutes alors que tu sais très bien que tu vas mettre 20 minutes pour le faire. Trouve un compromis en disant ok, en ce moment je mets 20 minutes pour faire cette tâche, j'essaye de mettre 18 minutes. Et puis la fois d'après, si je dois la refaire, je vais peut-être mettre 15 minutes. On est toujours dans la progression. On se fixe des objectifs qui sont raisonnables par rapport à là où on en est, mais il ne faut pas s'empêcher de rêver pour autant. C'est-à-dire il ne faut pas que réalisme devienne pessimisme. Si tu as un objectif super ambitieux, tu vas l'étirer dans le temps en fonction de là où tu en es. Si tu pars de vraiment zéro et que tu veux atteindre un objectif qui demande
beaucoup d'actions et qui dépendent de trop d'aléas, tu vas plutôt te dire, ben, cet objectif-là, oui, je vais y arriver, mais en 5 ans, en 10 ans. Et au moins, tu n'as pas ce stress et cette insatisfaction de dire, ben, j'y suis pas arrivé, je suis nul. Non, on n'est pas nul. On fait du mieux qu'on peut. C'est ça, c'est l'important, c'est de faire du mieux qu'on peut et de se dépasser un petit peu plus à chaque fois. Donc cet agenda de productivité, concrètement, moi je le fais sur un fichier, un tableau Excel. Je t'invite à faire de même. Tu prends une feuille vierge dans Excel et puis tu appliques les principes que je viens de te dire et tu le fais à ta façon. Il faut que ce soit un outil dans lequel tu te sentes bien et que tu te l'appropries vraiment. Tu auras ce sentiment d'accomplissement, de monter les marches de façon beaucoup plus fréquente que si tu pars comme ça à l'aventure, je dirais, chaque matin et chaque semaine dans ta vie. Et ça marche pour tout, hein. Si vraiment, je ne parle pas que pour le travail, ça peut être pour, si par exemple tu as un projet d'investissement immobilier, eh bien si tu bornes ça dans le temps avec des actions, tu verras que tu auras le sentiment d'avancer, de ne pas faire du surplace. C'est une méthode qui s'applique vraiment à tout. Tu peux l'appliquer également si tu suis un régime alimentaire. Tu peux l'appliquer si tu veux mettre en place un programme de sport pour atteindre un certain objectif. Quand tu veux faire quelque chose que ton corps n'a pas l'habitude de faire ou que ton esprit n'a pas l'habitude de faire et que tu lui demandes beaucoup d'un coup, eh bien, il ne supporte pas. Tout est dans la progression parce que nous sommes des êtres d'habitude et même notre corps est un corps d'habitude. Donc, prends soin de toi. Vas-y progressivement, mais avance. Ce qui est important, c'est d'avancer par petits pas, ne pas faire du surplace, parce que faire du surplace, c'est reculer. Pourquoi? Parce que le monde, lui, continue d'avancer. Et si tu n'avances pas avec le monde, ben, tu restes en recul. Cette vidéo s'achève. Si tu appliques ces 3 astuces dès aujourd'hui, n'oublie pas, tout en progression, eh bien tu vas voir des améliorations dans ta vie. Rien de spectaculaire, mais quand tu vas d'ici quelques mois ou quelques années regarder dans le rétroviseur, tu verras la différence et tu seras satisfaite de ce que tu auras conquis comme victoire. Et n'oublie pas, nous sommes de grands enfants, nous aimons toujours gagner. Donc, fais en sorte que tu ne fasses que gagner, même si ce sont des petites victoires, parce que tu verras que ça va également aider à ce que tu aies une belle énergie et une belle vitalité. À bientôt!